Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bonjour Michel. Bonjour Evelyne, bonjour à vous tous. Alors je suis très très contente aujourd'hui d'être avec Michel Dourte. Michel, donc tu es là aussi pour nous parler de ton ouvrage bibliographique qui est très intéressant d'ailleurs que tu as coécrit avec Isabelle Busson. Oui. Né pour renaître quand l'invisible s'invite. Alors Michel, tu as plusieurs casquettes, hein, bien sûr. Tu as une longue carrière aussi d'enseignant dans l'éducation nationale. Tu en parles aussi dans ton ouvrage. Tu es aujourd'hui conférencier, tu es aussi coupeur de feu. Tu fais aussi de la médiumnité individuelle, mais aussi tu fais de la médiumnité en salle depuis peu. Oui, Alors, depuis peu, oui. c'est ce que tu me disais, hein, ça commence, mais bon, tu fais plus de Oui, médiumnité. ça commence, ça s'impose à moi, voilà. Mais j'avoue que c'est un chemin sur lequel je ne pensais pas me pencher un jour. Mais voilà, bon, ça se présente à moi, donc je prends ce qui se présente. Mhm. Alors, dans ton ouvrage aussi, Michel, j'ai été vraiment très touchée aussi parce que c'est ce qu'on disait aussi en antenne. Tu te livres à nu, tu expliques par beaucoup d'expériences, toutes les expériences que tu as pu vivre. Tu parles notamment des synchronicités et tu expliques que rien n'arrive par hasard, mais qu'au contraire, tout est messager. Alors, ma première question serait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a mené justement vers ce cheminement et aussi vers ta médiumnité? Mais alors donc, ouais, les synchronicités, je pense que c'est quelque chose de très très important. On en a plein, on a plein de messages qui sont déguisés et qu'on ne sait pas forcément voir. Et ben, ma médiumnité s'est éveillée sur le tard, donc je fais pas partie des personnes qui sont médiums depuis tout petit. Enfin, même, enfin, à vrai dire, je ne sais pas. Je j'ai aucun souvenir par rapport à ça. Ça s'est réveillé à l'âge de 42 ans et j'ai mis vraiment 10 ans d'errance, de questionnement, de remise en question, de doute pour pouvoir accepter le terme de médium que j'ai accepté en 2021 après le confinement. Donc ça a été un long chemin initiatique. Mhm. Et sur ce chemin, eh ben, j'ai eu plein de messages, plein de synchronicités, des gens qui se sont présentés à moi, qui ont été mis sur mon chemin pour me m'éveiller ma conscience. Et j'étais pas du tout dans le spirituel. J'avoue que j'avais une vie très rythmée, très cartésienne, très axée sur la matière. Je l'ai encore, hein, ce qui me permet de pas m'envoler, de pas me brûler les ailes. Mais voilà, c'était vraiment particulier de vivre toutes ces synchronicités. Elle se demandait même jusqu'à où ça pouvait aller et si on n'était pas fou, quoi. J'ai cru Hmm. longtemps que j'étais fou, j'ai cru que je perdais la tête, j'ai cru que voilà, je parle vraiment de 10 années d'apprentissage, d'expérimentation, beaucoup d'errance. Hein, je failli me perdre hein, énormément. Hmm. Et il y a aussi, au début de ton ouvrage aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En tout cas, tu parles de choses qu'on peut tous vivre. Tu expliques que nous vivons dans une société qui réprouve aussi l'hypersensibilité. Toute expression des émotions est malvenue, dénigrée, montrée du doigt. Nos émotions sont stigmatisées. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'on chemine justement vers une expression des émotions? Mais oui, je pense que nos émotions sont masquées finalement. On nous demande d'être un petit peu comme des petits robots, des petits pantins, et où on réprime l'hypersensibilité, c'est-à-dire que bon, ben, on a tous l'image d'une éducation où ben, un homme ça pleure pas, par exemple. Un homme ne doit pas pleurer. Il faut que tu sois un homme, mon fils. Et donc tu ne t'autorises pas à pleurer. Et de quel droit on ne s'autoriserait pas à pleurer? Un homme peut pleurer D'accord. déjà. L'hypersensibilité, c'est aussi on passe pour quelqu'un qui est une mauviette, pour un faible, pour quelqu'un qui ne supporte rien, qui a une trop grande fragilité, et puis il y met à l'écart parce que finalement le monde, et notamment le monde des enfants à l'école, c'était très cruel. Dans la cour de récréation, j'étais souvent seul parce que justement, mais j'avais pas ce caractère aussi fort que ces garçons, etc. Donc, ben, soit j'étais isolé, ben, soit je jouais avec les filles, hein, tout simplement, parce que bon, les filles étaient plus sensibles, étaient plus féminines. Et voilà, donc on se rend compte que dans cette société, ben, il faut appartenir à un stéréotype Mhm. galvaudé. Hein, donc, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle femme, il faut avoir une belle famille, il faut avoir une belle maison, il faut gagner de l'argent. Euh, et puis, il faut développer un ego, être sûr de soi. Ben non, moi, j'ai jamais été sûr de moi. Donc, c'est aussi le parcours initiatique du chemin de l'enfance. Je pense qu'il est propre à chacun. Mais je suis fier aujourd'hui de mon hypersensibilité. Il y a 20% de la population
mondiale qui est hypersensible. Donc, et cette hypersensibilité, on prend conscience qu'elle peut à tout moment intervenir dans notre vie, même si on est blindé, même si on a une carapace, si on essaye de... Parce que les gens se portent une carapace pour éviter les coups. Donc, à porter une carapace, eh ben, y a plus d'émotion, on vit sans émotion. Donc, où on fait semblant que ça glisse, où on est dans le déni. Donc, non, l'hypersensibilité, c'est une qualité. Je pense que c'est une très grande qualité d'être hypersensible. Mhm. Et on se rend compte aussi que cette hypersensibilité nous amène à d'autres dimensions et à percevoir d'autres choses que les gens ne peuvent pas percevoir, puisqu'ils ne se l'autorisent pas finalement. Oui. Et, et cette hypersensibilité, même sur des gens qui n'ont pas vocation à dévoiler leurs sentiments, leurs ressentis, mais quand il y a un choc émotionnel qui arrive subit, comme le départ d'un être cher, Mhm. ou comme un accident, comme une maladie, eh bien, c'est dans ces seuls moments que l'hypersensibilité peut se manifester à nouveau. Oui. Mhm. Parce qu'on est dans un moment de fragilité, de faiblesse Mhm. finalement. Mais en fait, c'est marrant parce que ça m'évoque aussi ben, un passage où tu expliques que on renoue avec sa dimension spirituelle lors des événements marquants. C'est ça, mais que ce soit positif ou pas, hein, parce qu'un événement marquant comme la naissance d'un enfant provoque en nous une hypersensibilité et émotionnellement nous impacte énormément. Oui. Et Ça, donc, c'est pas forcément une séparation ou forcément quelque chose de difficile. Mais c'est vrai que cette hypersensibilité, souvent chez les personnes, eh ben là, elle est flagrante. C'est-à-dire que tout le monde est dans la joie et émotionnelle de l'arrivée d'un enfant, par exemple. oui, bien sûr. Oui. Après, il y a bien sûr des événements plus marquants et C'est plus ça. difficiles à intégrer, comme le deuil, qui est brutal aussi. Et donc, Oui. tu parles aussi hein, du lien avec la mort dans l'Occident. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler aussi de ce qui, toi, te touche par rapport à ça? Ben moi, je trouve. Alors, je vais paraître un petit peu décalé, mais j'ai dit à mon entourage que pour ma mort, je veux qu'on Ouais. fasse la fête, quoi. Je, Oui, bah, comme au déjà, musique. mais déjà, ne serait-ce que pourquoi s'habiller en noir? Ouais. Pourquoi porter le deuil? Pourquoi et ça, on a connu pendant des générations. Mais les femmes portaient le deuil pendant toute leur vie, en noir, en tailleur noir. Mais pour moi, c'est ridicule. J'ai dire, la mort n'est qu'un passage et puis on retourne chez nous. Ici, c'est pas chez nous finalement. Ici, on est sur un champ d'expérimentation et puis pour moi, alors j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à Clémence et Antoine, j'ai dit, vous savez, moi, si je m'en vais déjà, j'ai pas peur de la mort. Je peux mourir. La Mhm. seule chose vraiment qui m'effraierait, c'est de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Ah oui, Mais ça. aujourd'hui, bon, il y a quand même la médecine a fait des progrès pour éviter quand même aux gens de souffrir par rapport aux autres années. Mais non, je la couleur. Moi, j'ai du gospel, je veux qu'on chante, je veux qu'on s'amuse. Il y a bien des ethnies en Afrique qui fêtent leur mort. Ah oui, complètement. Mais Alors, c'est ce que je te disais, mais même au Mexique, En c'est Occident, pareil. vraiment, voilà, il y a vraiment un déni de la mort. Et on cultive ce déni. Hein, et je trouve, par exemple, j'ai trouvé vraiment, pour ma part, très choquant ce qu'on en a vécu avec le confinement et le martelage de tout le nombre de morts, de gens en réanimation quotidien. Je trouvais que finalement, ça entretenait déjà des croyances déjà par rapport à la mort et par rapport stigmatiser aussi pareil la mort et dire ben voilà que de dire tous les jours le nombre de morts, j'ai trouvé que c'était scandaleux pour moi parce que euh, ça a créé un égrégore de peur finalement. Oui, Donc on a déjà peur, la plupart, ma mère elle a peur de mourir par exemple, parce oui. qu'elle me dit oh, moi je suis bien incarné, je suis bien et tout, je suis une bonne vivante, le plus tard possible. Je lui dis écoute maman, comme tout le monde tu mourras bien un jour. C'est Mais c'est bien. vrai que c'est vrai que oui, ben, j'ai une vision particulière de la mort, tout simplement parce que peut-être aussi parce que je suis confronté de l'autre côté du voile, et que je vois comment ça se passe, et que je me dis que ben voilà, ils sont bien de l'autre côté. Mais Mhm, complètement. Mais c'est intéressant parce que dans ton ouvrage aussi, tu parles de l'influence judéo-chrétienne aussi, tu en parles beaucoup. oui, Et là, en fait, quand tu expliques la mort, finalement, c'est quoi? C'est la séparation. Mais aussi, bon, tu en parles parce que t'es grand, par les grands-parents, etc. Mais alors, est-ce que toi, tu peux nous en parler de cette séparation et peut-être aussi de cette pensée judéo-chrétienne? ben, la pensée judéo-chrétienne, ben, déjà, ben, quand on écrit que ce n'est que la mort qui nous séparera quand on se marie,
bon, ben, les textes, ils ont été écrits en quelle année? Je veux dire, les femmes, elles mouraient en couche, quoi. Je veux dire, elles mouraient jeunes. Ouais. Aujourd'hui, on vit 80 ans avec la même personne, voire 70 ans pour les vieux couples et les personnes qui vivent 90 ans ou qui sont pratiquement centenaires. L'espérance de vie augmente. Et voilà, donc on nous dit que c'est péché de divorcer. Ben non, c'est pas péché de divorcer. Je pense qu'on peut avoir plusieurs vies et qu'à partir du moment où on se rend compte que dans un couple ça ne va pas Oui. et que c'est pas possible de continuer, pourquoi continuer? Alors on continue parce qu'il faut pas choquer les enfants, on continue parce qu'il faut pas les perturber, mais vous savez, un couple qui divorce à 70 ans, même si les enfants ont 40 ans, ils peuvent être perturbés. C'est juste la manière dont on amène la séparation. Mhm. C'est tout un contexte. Je pense qu'il faut le faire avec l'amour et le cœur, comme on a trouvé à un moment donné son âme sœur, qu'on a épousé son âme sœur, qu'on a épousé sa femme ou son mari, et qu'on a eu des sentiments à un moment donné, qu'on a partagé à des moments de notre vie, qu'on a eu des enfants. Pourquoi se déchirer au moment de la séparation? La séparation, pour ma part, ma séparation était pratiquement autant réussie que mon mariage, si ce n'est plus. D'accord. Parce que c'est aussi acté et pas et c'est vrai que par exemple dans la famille de mon ex-femme, dans cette famille, il était dit en permanence dans les repas de famille, chez nous on divorce pas. Ouais. Donc alors peut-être par rapport à la religion, je ne sais pas, je ne pense pas, ou par rapport aux croyances, mais ça se fait pas de divorcer. Mais non, mais bien sûr que ça se fait de divorcer. Divorcer, même quitter une personne aussi qu'on aime pour pouvoir vivre autre chose et se libérer, la libérer à son tour, c'est aussi un acte d'amour. Et c'est pas. Et moi, je comprends pas ces textes-là où c'est comme le purgatoire dans le culte judéo-chrétien. Bon, ben ça, c'est pareil, ça cultive encore un égrégore de peur. Et de toute façon, c'est très bien que l'Église, depuis des siècles et des siècles, a toujours prôné et trôné en faisant peur, à la Mhm. guerre de religion. Voilà, donc non, pour moi, je j'ai pas cette vision-là. Je pense qu'il faut vivre sa vie du mieux qu'on peut, dans l'amour et le pardon, dans le partage. Euh, Puis j'ai aussi des souvenirs quand j'étais enfant, que j'allais à l'église où toutes les Mhm. personnes allaient prier et puis à peine sorti, c'était pour parler de Pierre-Paul Jacques et faire des crasses à son prochain. Donc je me dis, tu peux aller à l'église tous les dimanches, hein, Ouais, finalement. Hein. ouais, ouais, ça. Ah, voilà, hein, On déjà, voyait que c'est réflexe. moi, je pense que ma foi, je la partage dans mon quotidien. Mhm. C'est-à-dire que j'ai pas et le culte judéo-chrétien, les textes parfois, ben non, on peut se séparer. Il n'y a pas que la mort qui nous sépare. Hein. Mhm. Alors, il y a aussi un passage qui m'a beaucoup touchée et que j'aimerais bien partager aussi avec les personnes qui nous écoutent. C'est lorsque tu parles des dons de guérisseur de Jésus, parce que toi-même, tu es guérisseur, donc tu t'es découvert ces dons et tu as eu tout un cheminement et une histoire aussi qui t'a permis Ouais. d'arriver à Jésus. Tu peux nous la partager, s'il te plaît? Alors, si je peux me permettre, Evelyne, j'aime pas le mot guérisseur parce que je pense que guérir, c'est déjà, voilà, guérir, c'est, je préfère le mot de soulager, par exemple, soulager la douleur des gens. Et après, j'aime pas le mot non plus de don parce que je pense que du magnétisme, tout le monde en a. La preuve, D'accord. quand un enfant pleure et que sa maman le prend dans les bras, l'enfant se calme. C'est une forme de magnétisme, c'est aussi un soin. On Mhm. soigne l'enfant de ses pleurs avec le magnétisme et la proximité. Donc, je pense qu'on a tous ça en nous, sauf que bon, ben, on est tellement pris dans notre matière et dans notre environnement où il faut travailler. Il y a les enfants, on vit à 2000 à l'heure et parfois, ben, on n'a pas le temps de se pencher là-dessus. Euh, mais oui, j'étais très très surpris parce que je connaissais pas du tout la Bible, je l'avais jamais lue et quand j'ai pensé vraiment être fou, je me suis dit ben la seule solution c'est soit d'aller dans un hôpital psychiatrique que j'avais déjà connu en 2004. 2005, 2003, j'avais fait un burn-out, j'avais passé 2 mois d'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Belle expérience aussi, hein, j'ai su que je ne remettrai jamais les pieds dedans pour l'avoir vécu, parce que je pense que le fait d'être dans une cellule, de vous sortir les ceintures, les lacets, enfin voilà, c'est assez particulier, mais bon, c'est bien de l'avoir vécu, ça fait aussi l'individu que je suis aujourd'hui. Et donc je me suis dit, bon, si je retourne dans un hôpital, ou soit ben, le mieux c'est un monastère. Alors pourquoi un monastère? Parce que j'avais une obsession du monastère, je rêvais un monastère, et je connaissais pas du tout, hein, et c'était pas du tout lié à la religion pour moi, hein, c'était vraiment aller dans un endroit où il y a du silence, où on ne D'accord. parle plus.
où je peux plus être embêté par tout ce qui m'entoure, tout l'environnement, etc. J'avais besoin de m'isoler, vraiment de m'isoler énormément. Et donc, j'ai eu cette chance de partir dans ce monastère chez les Dominicains à Urte, dans le 64, proche de chez moi. Et ben, tout se fait dans le silence. Donc, je suis parti une quinzaine de jours. Et on ne parle pas. Et je voulais pas aller aux offices parce que, comme je dis, moi, la connotation religieuse m'intéresse pas. Et je me suis dit, bon, en plus, manque de peau, j'avais une chambre qui était sous le clocher. Donc, toutes les 3 heures, j'avais les cloches qui sonnaient, tu sais, pour les Ouais. offices. Alors, donc, du coup, je t'ai réveillé à 4 heures du matin, je t'ai réveillé à 7 heures. Donc, je me suis Ouais. dit, bon, ben, quitte à être réveillé, ben, vas-y, quoi, va voir un petit peu, meurs pas idiot, quoi, finalement. Et j'ai été transporté par le chant grégorien. Et finalement, j'assistais à tous les offices alors que j'étais pas parti pour y assister. Et, et donc, c'était vraiment des moments très importants où la vibration énergétique, je ressentais toutes ces vibrations dans le chant grégorien. Et j'avais demandé un parloir, parce qu'on demande un parloir. C'est comme en prison, finalement, Mm. on ne parle pas, on n'a pas d'autorisation de parler. Et on va qu'à nos occupations la journée, beaucoup de méditation, beaucoup de promenades. Et j'avais demandé des parloirs donc au frère hôtelier Jean-François. Et ce frère m'a transporté, m'a réconcilié aussi avec la religion. J'ai rencontré une personne mais incroyable, d'une connaissance. Je m'étais même posé la question en tant que moine, le fait d'être en communauté, de pas et une tolérance mais incroyable, mais vraiment. Et ce frère, il m'a vraiment vraiment transporté et il m'a dit Michel, vous savez, je vous recommande de lire la Bible et il m'avait sélectionné certains passages. Je me rappelle, il avait mis des petits post-it dans la Bible, etc. Et quand j'ai lu ces passages, ben, c'était que des passages où Jésus imposait les mains. Mm. Et je me suis rendu compte que ben, c'était une facette que je connaissais pas de Jésus finalement. Et Jésus, oui, était, comme tu le dis, un grand guérisseur de Oui. son époque. Mm. Très, C'est très grand. incroyable. Donc, Et c'est puis, un vraiment. porte-parole d'amour. Mm. Alors, on me dit toujours que je suis un bisounours parce que je parle tout le temps d'amour, mais non, mais je préfère parler d'amour que de parler de guerre ou de choses qui me dérangent, ou qui m'atteignent dans mon émotionnel. J'ai pas envie de transporter des vibrations basses de guerre ou de conflit ou de jalousie. C'est des choses que je connais peu finalement. Mm. Je suis jaloux de personne. Moi, je suis content de la réussite de tout le monde. Et bon, mais même si on t'attaque, parce que tu peux pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Je reste sur ma lignée. Mhm. Même Ok, si, même si je c'est dois bien. faire preuve de discernement, je fais preuve de discernement, mais toujours avec beaucoup d'amour et de tolérance. Mm. Alors, c'est vrai que dans ton ouvrage, tu te livres aussi sur toutes les difficultés aussi auxquelles tu as pu être confronté en tant que médium, parce que c'est pas non plus évident. Est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes ou vraiment des choses qui t'ont marqué dans ce chemin? Mais je me suis rendu compte que être médium, c'était pas facile tous les jours déjà. Euh, il y a une grande solitude. Souvent, j'ai une grande solitude parce que on ne peut pas l'exprimer à tout le monde. Et dans des soirées, ben, quand on va dans des soirées, ben, tout le monde parle un petit peu de ce qu'il fait dans sa vie, quoi. Donc de Mm. son métier, échange. Et c'est ça l'intérêt, c'est aussi de s'intéresser à la vie des autres. Si c'est pour faire un monologue, je vois pas l'intérêt. Et quand vient mon tour, ben, qu'est-ce que je dois dire alors? Je dois dire que je suis médium ou je dois dire que je suis chef d'entreprise et que je gère des Airbnb, des chambres Mhm. d'hôtes? Ben, parfois, je dis ce qui est plus conventionnel. Je dis, voilà, je gère de l'immobilier, j'ai la location de Airbnb, etc. Mais voilà, sauf que c'est pas moi, hein. Ma médiumnité, elle fait partie de ma vie et c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile parce qu'elle peut être envahissante et invasive, notamment de leur soirée, de soirée où ben, parfois ça se bouscule un petit peu. Et moi, je répète, hein, je fais beaucoup d'erreurs parce que je suis un jeune médium, je découvre tous les jours, j'apprends. J'apprendrai jusqu'à mon dernier souffle. Tout le monde apprend jusqu'à son dernier souffle. Mais je découvre déjà un milieu qui n'est pas du tout le mien, puisque j'étais dans l'enseignement pendant 20 ans, et chef d'entreprise, donc ça n'avait rien à voir. Et donc déjà un milieu qui est particulier quand même, hein. Je découvre aussi que ben, parfois, ben, même si j'ai envie de canaliser et de pouvoir fermer, ben, il y a des fois en soirée je peux pas fermer, ça s'impose. Et parfois, ben, c'est dérangeant. Donc,
c'est très très compliqué de savoir ce que l'on peut dire, ce que l'on peut pas dire, de savoir à qui on peut le dire ou pas, même si on a le ressenti, et surtout, de pouvoir le faire dans le respect de chacun. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai appris là à taire un peu ma médiumnité. Même avec mes amis, je fais attention de plus trop en parler parce que j'avais tendance d'en parler. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je m'émerveille tous les jours. Tous les jours, je m'émerveille de ce qui m'arrive, de cette capacité que j'ai à pouvoir percevoir des messages, de pouvoir donner des beaux messages de défunts à des gens qui viennent me voir. Et je me dis, mais c'est fou. Je me dis, je suis comme un gamin de 5 ans, tu sais, qui s'extasie de la marguerite qu'il trouve, ou tu sais, l'innocence, quoi. Ouais, parfois, Mhm. j'ai preuve de toute cette innocence que j'ai. Je suis comme un enfant, donc, et comme je découvre, et ben, je voudrais faire partager, mais sauf que je vois que je peux pas partager avec tout le monde. Mhm. Donc, c'est, Ça doit être frustrant aussi de se dire que tu dois aussi t'adapter en fonction des personnes, parce que comme tu l'expliques, tu reçois des messages. mais c'est assez, oui, mais c'est assez paradoxal parce que d'un autre côté, c'est frustrant de pouvoir le partager avec toutes les personnes avec qui l'on est. Et d'un autre côté, c'est paradoxal aussi parce que parfois, ça fait un peu bête de foire, tu vois. On t'invite et puis on te dit, qu'est-ce que tu vois sur moi? Est-ce que tu as un message? Et d'un autre côté, c'est gênant aussi, c'est-à-dire que au tout début, euh, au tout début que j'avais des messages, et bien, c'était ça. J'étais sollicité et pour moi, tu vois rien. Mais t'es en soirée, t'as pas forcément envie de voir. Et par contre, quand tu es en soirée et que tu vois, et là que tu as envie de l'exprimer, on te dit, non, de te taire. Donc, c'est un peu, c'est un Ouais. curseur, tu sais, à ajuster, c'est compliqué Oui. finalement. Soit tu intrigues, soit t'intéresses, soit tu déranges. Donc, c'est à moi de composer. Donc, ou bien je devrais carrément couper et me dire, ben voilà, la médiumnité, c'est uniquement quand j'ai quelqu'un en consultation. Mais comme je consulte pas beaucoup, parce que je veux pas consulter beaucoup, et je veux pas en faire un métier, euh, voilà, finalement, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. C'est parti. Tu vois un petit peu, Oui, oui, c'est comme, c'est tendancieux, c'est compliqué à gérer. mais À la fois, complètement. je suis hyper content quand j'ai eu un beau message et tellement précis et tellement d'amour et que je vois que les personnes qui ressortent avec le sourire, comme en médiumnité en salle à l'Irak, où j'ai vu toutes les personnes avec le sourire qui étaient contentes de l'après-midi qu'elles étaient, si tu veux. Je sais que je suis à ma place. Il faut juste que je puisse ajuster ce curseur de savoir ce qui est acceptable et non acceptable et surtout prendre en considération la personne que j'ai en face. Chose parfois que je ne fais pas, tu vois. Mhm. Et ça peut me prendre, par exemple, n'importe où. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, ce que j'expliquais aussi dans une autre émission, où tu es dans une fête avec des camarades et tu es en train de chercher ton sandwich de merguez, faire la queue, et t'as le papa de la dame qui est devant qui veut lui parler. Et cette dame, je la connais pas et je sais pas la bousculer parce que c'est pas le moment, on est en plein concert et je suis à la base parti pour chercher de quoi manger, tu Oui, vois. oui, Donc oui. là, je me tais. Comment tu vas introduire le sujet? Tu vas pas taper sur l'épaule de la dame en disant, écoutez, j'ai votre papa qui veut vous parler. Oui, Tu c'est peux pas le sûr que faire. c'est le contexte aussi. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien aussi dire, et ils ne connaissent pas forcément le rôle d'un médium, mais en fait, tu en parles aussi dans ton livre, tout est question aussi d'intention. Ça, Ouais, c'est la base aussi, c'est qu'est-ce que tu y mets toi comme intention, et aussi peut-être expliquer que le médium, son réel, on va dire, objectif, c'est d'aider, de transmettre. C'est vraiment ça. ouais. Toi, comment est-ce que tu Je le pense que définis? vraiment le médium est là pour aider, Ouais. pour faire le lien. Un médium, c'est le milieu, c'est le lien entre le monde des vivants et le monde des personnes qui sont envolées. Mm. Euh, c'est comme si on a ajusté, si tu veux, un poste radio, on a une fréquence, et puis à un moment donné, tu es sur la bonne fréquence et tu captes. Mais Oui. aussi de transmettre des beaux messages d'espoir et surtout des preuves de survivance. Parce que de dire, ben non, la vie, elle s'arrête pas une fois que notre corps physique est mort, quoi. Je veux dire, c'est aussi transmettre des messages d'amour et des messages aussi de pardon, et Mhm. finalement. On Tu se rend parles compte de... que, on se rend compte qu'on ne connaît rien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait tout mettre sur un plan scientifique, prouvé scientifiquement, mais moi j'attends que ça, mais bon, je serai peut-être déjà mort quand il y aura des recherches plus approfondies, même s'il y a déjà des recherches là-dessus.
Mais comment expliquer que, par exemple, tu puisses les prendre en photo? J'arrive à les prendre en photo avec un simple téléphone portable en mode flash et tu vois des visages dans les fenêtres. Donc, on est entouré, si tu veux. Mhm. Donc, oui, on n'est pas seul. Oui. Et c'est le rôle d'un médium, c'est vraiment d'apporter du réconfort et d'aider les personnes qui sont en souffrance. Je pense que euh, c'est pour ça que c'est très difficile, enfin pour moi, de faire de l'argent, même si tout mérite salaire, rémunération, parce que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais par exemple, quand j'ai eu la maman du petit Guillaume de 24 ans qui est décédé lundi, ben, et que ce message était tellement beau et tellement plein d'amour pour sa maman, qui lui expliquait aussi comment elle était partie, alors que c'était pas un accident, en fin de compte, c'était quelque chose qui était provoqué. Mais je me vois mal demander, bah, écoutez, ça fait 50 francs, ça fait 50 euros la consultation, je peux pas faire ça. Oui. Pour moi, c'est pas possible. Maintenant, ça ne m'appartient qu'à moi. Je veux dire, Bien je sûr. peux le faire aussi parce que j'ai d'autres revenus, j'en suis Mhm. conscient. Oui. Donc, je pense que voilà, je me permets pas de juger mes collègues non, non, il y a aucun jugement. Comme il le souhaite, en tout cas. Chacun a Voilà, ses chacun fait comme il le souhaite, comme il le peut. Oui. Mais par contre, je pense que le principal, c'est de le faire avec l'intelligence du cœur. Voilà. Mhm. Et C'est-à-dire avec toute l'intention du cœur. je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à la médecine, parce que tu en parles aussi, c'est de Jean-Jacques Charbonnier, Ouais. le médecin, et Tu l'as c'est reçu d'ailleurs dans une émission. oui, oui, oui. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé. Beaucoup parlé, donc quand tu expliques un peu ce qu'il fait, alors Mhm. comme quoi, eh ben, on est en train de changer de paradigme, mais attention, hein, tu expliques aussi dans ton livre que ça a un prix, hein, parce que Jean-Jacques Charbonnier, il n'est pas épargné. Alors, est-ce que tu peux en parler peut-être Non. brièvement aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la TCH et qu'est-ce Ah bah, la qui... TCH, j'ai fait cette expérience en 2000, en partie grâce à lui. Parce que, pour tout avouer, bon, comme ma médiumnité s'installait et que j'ai cru que j'étais complètement fou, je me suis dit, bon, bah, tu sais, moi, je suis un bon cartésien, j'apprends. Donc, pour moi, la reconnaissance passe par le diplôme, tu sais, quand on est formaté. Hein, C'est sûr que c'est pas on est facile, hein. formaté, on est formaté. Quand tu fais prof, et ben, il faut passer un concours, tu passes un concours difficile, il faut une licence, une maîtrise. Maintenant, c'est de l'hypnose, mais l'hypnose, c'est venu à moi, c'est pareil, par des synchronicités massives. Je me rappellerai toujours qui me dit, ah, Michel, ils me disent là-haut que tu devrais faire de l'hypnose. Je dis, oh, bon, l'hypnose, ah ben, non, je crois pas, non. Et donc, et la semaine d'après, j'avais prévu de voir Geneviève Delpech et Jean-Jacques Charbonnier qui passaient à Pau, au symposium de Pau, à une conférence que je pensais être une conférence sur la médiumnité, justement, c'est ce qui m'intéressait. Sauf que je ne sais pas, j'ai du mal lire le programme et je me retrouve dans une conférence où pendant toute la conférence de Jean-Jacques Charbonnier et de Geneviève Delpech, il parle de l'hypnose et notamment de la TCH qui propose, c'est-à-dire un moyen de contacter leurs proches par le biais de l'hypnose. Et donc, ça me fait redondance. Du coup, je me dis, bah, tiens, on parle, je me trouve dans cette conférence d'hypnose, la collègue médium me parle d'hypnose, et je m'endors avec le téléphone portable sur le chevet, ce que je fais rarement, je mets rarement le téléphone à côté de moi pour les ondes, donc je le mets dans une pièce à part. Et je me réveille et je tombe sur j'allume mon écran de veille et je tombe sur formation d'hypnose. Pas de hasard. Non, mais je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'étais sur un écran de veille bureau, je me retrouve, faites une formation d'hypnose et tout. Donc, du coup, comme j'entends un petit peu les synchronicités, mais tu sais, moi, je suis long à l'attente, hein, en compréhension. Donc, eh bien, écoute, je commence à chercher les formations d'hypnose qu'il y a en France, notamment près de Pau, Bayonne, puisque je suis d'ici, dans le sud-ouest. Donc, il y en a à Bordeaux, il y en a à Toulouse, et puis il y a pléthore de formations. Je suis complètement perdu. On peut être hypnothérapeute chez certains en 5 jours, ça me paraît un peu léger. Il y a de tous les prix, etc. Et pendant que je suis en train de chercher sur mon petit Google, là, un appel téléphonique Ah oui. d'un ancien élève de Thomas Dubos, qui est hypnothérapeute d'ailleurs depuis, merci Thomas, et qui me dit ah, monsieur Dourte, je voudrais prendre de vos nouvelles, comment allez-vous? Elle me dit, ah, ben, écoute, il me dit, j'ai appris que vous avez quitté l'éducation nationale. Je fais, oui, oui, j'écoute, j'ai totalement quitté, voilà,
je fais autre chose, je fais des soins en énergétique, je suis magnétiseur. Et Mm. oui, j'ai gardé quand même une partie Airbnb chambre d'hôte, je lui ai dit. Il me dit, ah ben moi, il m'arrive un truc de ouf. Alors déjà, je suis chef de cabinet Air France, ça y est, j'étais promu, j'ai quitté British Airways, je suis passé à Air France. Mais il dit, là, je suis en train de découvrir quelque chose qui me rend complètement fou, c'est l'hypnose. Et je suis une formation à l'IFHE de Paris avec Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli. Et je dis, non mais tu plaisantes, je suis en train de chercher un lieu de formation où me former. Ah, il me dit, mais allez à l'IFHE. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à Paris pour Waouh. l'IFHE. Donc, tu vois, les synchronicités qui m'ont amené à l'hypnose. Et donc, Jean-Jacques Charbonnier, donc j'avais fait du coup donc j'ai fait l'IFHE en 2017 et j'étais en 2017 à l'IFHE de Toulouse parce qu'ils ont une antenne à Toulouse et à Paris. Et il y avait cette fameuse séance de TCH avec Jean-Jacques Charbonnier à laquelle j'ai assisté, l'une des premières puisqu'il a commencé en 2014 de mémoire, je crois. Maintenant, il en fait énormément. Et bien sûr, médecin décrié, j'avais acheté ses bouquins, La médecine face à l'au-delà, et j'avais trouvé que c'était très très courageux, vraiment déjà de pouvoir poser sur la couverture en tenue professionnelle, Ouais. parce que ça a été quand même le premier à dire tout haut ce qui se passait dans les couloirs des services de Mm. réanimation quand même. Et, Oui. et donc, et la difficulté qu'il a eu confronté à avoir des témoignages et des gens qui voulaient témoigner ou qui vraiment gardaient l'anonymat parce qu'il y a une omerta au niveau de la médecine. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est marrant que tu me parles de Jean-Jacques Charbonnier parce que figure-toi que j'ai vu un de ses posts récemment avec Louis Fouché qui lui avait Ah, adressé son livre. Et je me suis permis de contacter Jean-Jacques Charbonnier il y a à peu près 10 jours et pour lui dire que je l'avais cité dans mon bouquin et que j'avais parlé de lui et que je serais très heureux de lui envoyer mon livre s'il oh, pouvait me donner son adresse personnelle. Et il m'a répondu, il m'a donné son adresse. Donc le livre doit partir la semaine génial. prochaine. Voilà. Avec une Génial. dédicace pour lui. Parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment, il a été vraiment malmené. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, quand tu sais, quand tu déranges, mais tu déranges quand tu fais du bien, que tu fais avancer les choses. Hein. Il y a Mhm. que les gens qui ne font rien qui ne dérangent pas. Hein. Ouais. C'est comme les gens qui me disent que je poste trop sur Facebook. Alors pour certains, je poste pas assez, pour d'autres, je poste trop. Mais non, mais je suis aligné avec qui je suis, ce que je fais, et puis voilà. Hein. C'est l'essentiel. Tant que toi tu ressens, Ben oui. justement, Mm. ça se ressent et tout s'aligne. On disait tout à l'heure en Ben, antenne. l'important, c'est d'être aligné avec qui tu es, c'est retrouver ta propre identité, retrouver l'identité que l'on a et se reconnecter à soi-même. Mhm. Parce que c'est quoi être heureux, être plus heureux que ce que tu es aujourd'hui? Si je te Hmm. demandais une définition du bonheur, par exemple. Alors, la définition du bonheur, c'est une bonne question. C'est être, je dirais, aligné avec ses valeurs, ses convictions et tout simplement savoir en fait ce qui te touche, ce qui te fait sens. Pour moi, c'est une question de sens en fait, le Euh, bonheur. C'est Et vivre exact. l'instant aussi. C'est L'instant. vivre l'instant présent, c'est ça, et d'être qui tu es. C'est-à-dire vraiment être aligné, je suis qui je suis. Pas ce que la société voudrait que tu sois, Oui, tu le cites tu aussi dans vois. ton livre. Ouais. Parce que finalement, c'est comme les gens qui me disent, je sais pas dire non, mais il faut apprendre à dire non. Mm. Parce que le non est aussi valable qu'un oui. Et souvent, on se rend compte qu'on dit non parce qu'on a peur de gêner, de pas être aimé, que les gens pensent des choses mauvaises de nous parce qu'on a dit non. Mais non. Mhm. Et après, quand tu fais les choses, tu les fais à contre-cœur. Ah ben, voilà, j'ai accepté ce déménagement, ça me fait chier de déménager ce week-end. Et ben, si ça te fait chier, ben, tu n'avais pas besoin de le faire. Oui, C'est ça aussi. Le bonheur, ça passe aussi par une affirmation de soi. oui, oui, oui. Et Mais donc, comme tu dis, de sens, un projet sens. Hein. ça m'évoque aussi ce que tu cites dans le livre et ça m'a interpellée aussi, tu sais, c'est pareil, la notion de vérité finalement, dire la vérité comme quand tu étais au restaurant et que voilà, tu n'étais pas satisfait du menu qu'on t'avait servi et tu as osé dire au restaurateur, ben non, non, ça ne m'a pas plu. Le restaurateur l'a très bien perçu. Par contre, les amis à l'époque, j'étais avec une personne qui avait un côté très très bling bling. Et donc, on côtoyait médecins, dentistes, enfin un peu la jet set biarrotte, tu vois. Et Ouais. donc, il y avait un endroit, le Place to Be, là, à la mode. Enfin, tu payes l'endroit pour être vu, c'est surtout ça. Hein. Moi, ça me dépassait tout ça. Je me sentais vraiment pas à ma place, tu vois. Bon, voilà, c'était comme ça. C'est une partie de ma vie que j'ai connue, mais c'est aussi une expérimentation.
Et pendant tout le repas, tout le monde s'est plaint du repas. Je veux dire, il y avait aucun plat de bon. On avait pris un plat direct, allez, une bouteille de vin. On s'en est tiré à 50 € chacun, tu vois, c'était hors de prix. Et c'était pas bon. Moi, j'avais pris un thon snacké et puis mon thon, il était dur comme. Mhm. Enfin voilà, c'était immangeable. Et au moment de payer, ben, Mhm. on peut pas dire à ce monsieur que c'est bon. Je veux dire, il faut être factuel. Si vous dites à quelqu'un que c'est bon, ben, le mec, il croit qu'il fait de la qualité et qu'il donne de la bonne nourriture à tous ses clients. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question. Oui, c'est Je dis, pas lui mais, faire du plaisir, en fait, c'est pas pour lui. mais c'est pas lui rendre service, ça. Voilà. Parce que finalement, moi, je savais qu'en franchissant la porte de cet établissement, jamais je n'y remettrais les pieds. Oui, Et quand oui. on sait qu'un client mécontent le communique à 10 autres, et par contre, quand on est content, on hésite à le communiquer, tu vois. Et quand on est mécontent, tu le communiques à 10 autres personnes. C'est du Ouais. marketing, hein. Mm, Donc, mm. tu te retrouves finalement avec une notoriété, tu comprends pas parce que t'as pas un avis qui est identifié, et puis on te dit que c'est bon, et puis tu n'as plus personne. Donc, il faut être Mhm. factuel dans la vie. Ben, il Ouais. faut dire ce qui est. Alors, on peut le dire avec des pincettes. Je dis, ben non, je suis désolé, monsieur, mais bon, non, c'était pas bon. Et donc, il était tellement content que je lui dise que pour me remercier, il m'a offert mon plat. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais même pas qu'il m'offre le plat. C'était juste pour dire, ben voilà, non, faites attention parce que la cuisson, snacké, c'est un aller-retour, quoi. Et Mhm. c'est pas un thon qui est hyper cuit et voilà. Donc j'étais Mm. très déçu de mon plat. J'avais pris qu'un plat en plus. Voilà, donc t'es déçu, tu payes cher et puis c'est pas bon. Mm. Mais il m'a remercié, il m'a dit merci beaucoup parce que au moins je vais pouvoir faire attention de ce côté-là. Mais par contre, mes collègues, enfin mes amis à l'époque, je les vois plus, hein. Ça aussi, il y a du tri dans ta vie, tu sais. Quand tu évolues aussi, quand tu as la conscience qui s'élève, tu n'as plus les mêmes amis, hein. D'ailleurs, Jean-Jacques Charbonnier, dans son poste, il parlait justement des repas de médecins où il parlait de la voiture et de la belle maison et de tout ce qu'il y avait et que lui se faisait chier. Lui, il dit dans son poste qu'il se faisait chier royalement à tous ses repas et qu'il n'y va plus d'ailleurs, hein. Ah, Parce que d'accord. voilà, c'est peu évolué, quoi. Je veux dire, ils sont vraiment Oui. dans le truc. Alors, on va Mhm. pas généraliser, stigmatiser les choses, mais Oui. voilà. Donc, c'était pour te dire que il y en a une qui m'a dit, mais tu te rends compte, je vais plus oser revenir, mais je mais trompe-toi, ben, sois fier de pouvoir y revenir, justement. Ben justement, je voudrais revenir aussi sur l'hypnose régressive Mmh. dans le podcast, parce que toi, tu l'as expérimenté, tu as vécu quand même des choses incroyables. Est-ce que tu Ouais. pourrais aussi nous expliquer quel est l'intérêt, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut y trouver justement en se plongeant dans cette hypnose passée, enfin, dans ces vies antérieures plutôt. Alors, c'est surtout pas flatter son ego. Ah, ça, c'est important parce que bon, il y en a qui disent ouais, j'étais un pharaon, etc. Ben, ok, mais bon, Qu'est-ce que ça t'apporte en qu'est-ce que fait? ça t'apporte finalement? Non, je pense qu'il y a un sens à savoir ce que. Alors, moi, c'est pareil, tu vois, Evelyne, à chaque fois, je suis toujours confronté à mon côté un peu cartésien qui me dit D'accord. ben, mais disons que ça se présente à moi et je me dis au début, je dis, ben, ça va me servir à rien, quoi. Je vais dire, ça sert à rien de faire ça. Honnêtement, je voyais pas du tout l'intérêt, mais en plus, c'était une amie de remonter dans ses vies antérieures. Alors, pas toutes, hein, on a des bribes de certaines vies, hein, parce qu'on en a eu plusieurs. Mais par contre, j'ai compris que, par exemple, mon asthme, j'étais asthmatique pendant des années, était lié à ma dernière vie. Puisque dans cette dernière vie, j'étais un poilu, si tu veux, je n'ai jamais plus eu d'asthme. Alors que j'étais suivi par un allergologue et que j'avais des tests d'effort. Cet asthme ne m'appartenait pas, c'était un miasme d'une vie antérieure, tu vois. D'ailleurs, Olivier Madelrieux l'explique très très bien. Olivier Madelrieux, qui est un grand hypnothérapeute et qui est coach au niveau des cervicales, jusqu'à cette régression hypnotique où il s'aperçoit qu'il a été décapité. Mm. Et à partir du Oui, moment quand même. où il conscientise, il en parle hein, d'ailleurs dans une de ses émissions, et bien il n'a jamais plus mal à la nuque. Donc là, ça nous permet de pouvoir gommer certains effets indésirables au niveau de notre corps physique à l'heure actuelle où on est, dans Waouh. notre incarnation. Donc pour moi, D'accord. ça a été le cas, par exemple, pour l'asthme, si tu veux. Mais Mhm. c'est aussi un mendiant. Tu peux avoir été un voleur. Et tu peux Mm. avoir été, en fin de compte, un pourri, un meurtrier, Ouais. comme un seigneur, comme une déesse. Mm. Et qu'est-ce que ça t'apprend, ça? Eh bien, ça t'apprend surtout la tolérance. Parce que ça t'apprend qu'à chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui te choque dans ton incarnation, que tu rencontres dans la matière, par rapport à un vol. J'ai été confronté à un vol, tu sais, Mhm. j'en ai parlé la semaine dernière, hein. J'ai compris pourquoi j'ai été volé. C'est toujours des enseignements à chaque fois.
Mais ça t'apprend aussi à cultiver de la tolérance par tout ce que tu vis au quotidien. Parce que ce que tu observes chez l'autre, l'agression, l'agressivité, etc., tu l'as peut-être été un jour. Mm. Donc, quand tu prends conscience de ça, eh bien, tu vois les choses vraiment différemment. Que ce soit au niveau de la couleur de peau, que ce soit par rapport à la sexualité. Finalement, on a même de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté du voile, on n'est pas jugé. Donc, et non, on travaille que dans du jugement. Voilà, l'appartenance, c'est et puis et toujours, ben, t'as vu, il a volé, t'as vu, regarde, elle mendie. Sur le trottoir de ma ville de Pau aujourd'hui, ben, je l'ai été un jour. Mm. Donc tu vois la vision que ça te donne. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que toute ta vie, voilà, c'est pour ça, les gens me disent, mais toi, t'es un bon, mais non, mais non. C'est-à-dire que j'ai conscientisé que je ne pouvais pas me permettre de juger qui que ce soit. C'est pour ça que parfois, quand moi je me sens jugé par certains collègues ou des amis, etc., ça me touche parce que j'ai pas ce fonctionnement du jugement. Moi, j'essaye de. C'est pas facile tous les jours. Il y a des Mm. fois, mais on est des êtres humains, donc on a des faiblesses. Mais je tends vers ça du mieux que je peux. Hein, je pratique les accords Toltec, j'adore. Hein, Mm. c'est-à-dire dispenser la juste parole, tu vois. J'essaye de faire du mieux que je peux dans ma vie de tous les jours. Mais est-ce Et je que pense tu peux nous parler, excuse-moi, vas-y, finis. non, Je vas-y, t'ai c'est bon, j'ai fini. Hein. C'est bon. En fait, c'est parce que je voulais revenir aussi sur les liens karmiques, tu sais, avec ou les contrats d'âme, ou en tout cas, Ah ce oui, que tu expliques en fait, hein, que bon, tu parles aussi de ta compagne, en tout cas de l'époque, je pense, mais tu expliques que vous vous êtes retrouvés ici pour revivre une situation, et je voudrais savoir si on a ça tous en tant qu'être humain, on est vraiment oui. entouré de personnes avec qui on a déjà eu des autres vies. Bien sûr, mais sois-en persuadé, Evelyne. Tu as des gens, par exemple, que tu rencontres, tu as l'impression de les connaître depuis toujours. Oui. Et tu les vois pour la première fois. Mais tout simplement parce que tu les as connus, ton âme les a connus dans une autre vie. Et tu as des gens, par exemple, tu vas les voir tout de suite, tu vas avoir une répulsion, non, c'est pas possible, je ne peux pas y aller. Tu vois, il y a aussi des lieux où tu as l'impression que ces lieux, tu les connais, où tu les as déjà vus. Je me rappelle, je me suis retrouvé à Londres à 18 ans, j'ai guidé tout mon groupe de potes. On s'était perdu dans Londres à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de Waze, on n'avait pas de tout ça, Oui. de Google Maps, on n'avait rien du tout. Et je les ai guidés à travers Londres et tout le monde m'a dit, mais putain, tu connais Londres comme ta poche, j'y avais jamais mis les pieds. Et j'avais l'impression de déjà vu, comme si j'étais dans une ville que j'avais déjà connue. Et c'était la première fois que j'y mettais les pieds. Ouais, c'est fort. Donc, on a vu aussi à travers les enquêtes de Stéphane Alix des gens qui étaient réincarnés et dont un jeune homme, un gamin qui parle tibétain. Il n'a jamais appris le tibétain. Mm. Et puis quand il va dans son temple, il dit voilà, c'est ici mon temple, c'est ici que j'étais. Et il donne des détails incroyables avec des prénoms incroyables, des résidus de vie antérieure. Non, non, on a. Et donc on côtoie, donc on retrouve ces âmes pour avancer, pour régler ce qu'on a réglé, ou terminer une histoire. Mhm. Voilà. Oui, il y a vraiment un messager, il faut revivre. C'est Et ça. passer aussi, parce que ça c'est intéressant, dans ton ouvrage aussi, tu parles de ça en fait, de mettre en lumière des secrets de famille. Et je Ouais. rebondis sur ça parce que tu expliques que ça permet de libérer toute une lignée. Ouais. Je pense que c'est notre devoir, quand on est au courant d'un secret de famille, de le délivrer. Parce qu'on se rend compte que ça se répète. Alors, je crois beaucoup au transgénérationnel, aux mémoires cellulaires, etc. Et les secrets de famille, finalement, le fait de partir avec sous une chape de plomb, c'est euh, c'est pas intéressant et ça peut perturber inconsciemment les lignées futures. Et je vais te parler d'une expérience que j'ai eue en consultation qui m'avait beaucoup marqué. J'ai une femme qui venait, elle vient me consulter parce qu'elle ne savait plus comment faire avec son fils unique. Sauf qu'au moment où elle me dit ça, un garçon apparaît à côté d'elle et il me dit mais non. Donc je lui dis madame, mais vous me parlez d'un fils unique, mais vous en avez eu un autre. Elle me dit non.
J'ai dit, écoutez, il est là, il est devant moi. Je le vois. Et il me dit qu'il est votre fils et que vous l'avez perdu, je crois, à 5-6 mois de grossesse. Donc c'était très tard. Et il me disait ça. Et là, elle s'effondre en larmes. Elle me dit, mais jamais, 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 j'en ai parlé à personne. Personne n'est au courant dans ma famille. Personne ne le sait. Mes proches, mes frères et sœurs ne le savent pas. Mes parents n'ont jamais su. J'ai caché tout ça, etc. Je l'ai enfui sous une... Et donc, toute la problématique de son fils unique, qu'il n'était pas, Mm. était dans un syndrome post-mortel, ce qu'on appelle, tu sais, le syndrome de l'enfant gisant. Je veux dire, Mm. il n'était pas à sa place, tout simplement parce qu'il ne l'était pas. Il n'est pas fils unique. Oui. Et il Mm. est le deuxième d'une fratrie. Mais ça change tout. Tu vois un Wow. petit peu. Oui, oui. Donc, ce secret de famille et le petit garçon qui était là, qui avait grandi de l'autre côté, il me disait, mais maman, il faut que tu lui dises que j'existe. Mm. Réintroduis-moi dans la famille. C'était très puissant, cette Ouais. consultation. Et c'est là que Mm. j'ai compris que finalement, eh bien, tous les secrets, à un moment donné, il faut pouvoir les dire parce que ça a vraiment des conséquences Oui. sur les descendants, tu vois. Mm. Mhm. Inconsciente, hein. Mais là, c'est le plus bel exemple que je peux te donner parce que ça s'est produit en cabinet et je voyais ce garçon qui était là, ce jeune homme qui me parlait et qui demandait à sa maman ben, de le réintroduire et Mm. de parler de lui finalement. Mm. C'est fort, hein. C'est Ouais. beau aussi. Ben ouais. Et c'est là que tu prends conscience. Mais qu'un secret de famille quel qu'il soit, ma mère a été violée par exemple et très jeune et elle a laissé des années et des années, et elle a pu l'exprimer à un moment donné par rapport à mon père, puisqu'elle ne comprenait pas que je puisse en vouloir à mon père autant, alors qu'elle avait subi quelque chose de plus grave, finalement, que moi, tu Mm. vois. Et à un Oui. moment donné, ben hop, ça a été lâché en pleine réunion de famille, je te dis pas. Ça fait un Mm. gros silence, mais d'un autre côté, ben, c'est libérateur aussi. Et ça explique Oui. aussi des choses qui se sont produites après sur ma sœur aussi. Mm. Waouh. Eh ben, merci Alors, tu vois. pour tes partages. C'est vraiment, ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et aussi, j'ai une question, tu sais, par rapport à ce que tu expliques dans ton ouvrage, quand tu vas dans des maisons et tu fais des nettoyages aussi. C'est Pas fait arrivé. beaucoup, hein, parce que ça c'est pareil, hein, si c'est des Ouais. trucs qui sont pointés, qui sont arrivés à moi. Hein. Mais c'est des expériences quand même incroyables, hein, ce que tu décris dans ton Mhm. livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Et aussi, en général, je t'avais pas posé cette question, mais comment les défunts se présentent à toi? Ouais, je vais vous expliquer ça après. Alors, il faut savoir que à chaque fois, et ça, c'est des choses qui sont incroyables, c'est-à-dire que je ne cherche rien, je ne demande rien, c'est de ma vie. Donc, tu sais, puis on en revient toujours au culte de l'imposteur. Tu sais, est-ce que je suis légitime pour faire ça finalement? Je l'ai jamais fait. Pourquoi on m'appelle pour faire ça? Et après, je me suis toujours dit que si ça m'arrivait, si l'information m'arrivait à moi, puisque tout est information, et j'ai peut-être cette capacité, cette possibilité de pouvoir le faire. Donc, j'expérimente. On est vraiment sur un champ d'expérimentation sur cette terre, dans cette incarnation. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas? Toujours pareil. Et alors, c'était un truc qui était complètement fou parce que c'était la voisine de mon ex-femme qui vient me voir, qui me dit que sa meilleure amie a un gros souci, qu'elle s'est sentie poussée dans l'appartement et qu'elle est tombée, sauf qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Et qu'un matin, elle s'est réveillée, qu'elle avait le drap qui était entouré autour de son cou, et comme si on avait voulu l'étrangler. Alors je me suis dit, je vais pas juger, mais je me suis dit, elle a dû fumer un bedeau, c'est pas possible, quoi. Tu sais, moi, ça m'interpelle, je me dis, mais comment c'est possible, ça? Puis après, je me suis dit, non, Michel, mais t'es con, je veux dire, voilà, crois cette personne, et vas-y, puis tu verras, quoi. Et j'y suis allé, et là, c'est pareil. J'avais un copain médium qui me dit, ah, tu feras un nettoyage de maison. Ben, j'écoute, j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait. Tu feras un nettoyage de maison, tu vas te confronter à quelque chose un peu gore, quoi, un peu lourd. Mais t'inquiète pas, ils te donneront des outils pour ça. Et 15 jours avant que je fasse ce nettoyage, j'aide mon ami, à l'époque, à vider les affaires de sa mère.
et dans un garage. Et là, il y a un sac à main. J'ouvre le sac à main parce qu'on est en train de vider pour donner à Emmaüs, au Secours catholique, etc. Et je trouve un petit crucifix et une médaille de protection je crois que c'était un archange ou je sais plus exactement. Et puis je lui dis comme ça, mais et je sais même pas pourquoi je dis je peux les garder, puisque en plus j'ai pas la connotation religieuse très développée chez moi, donc et je garde donc ce crucifix et ce médaillon que je mets dans la poche de mon jean. Et je suis parti faire ce nettoyage en mettant le même pantalon, si tu veux, et j'avais laissé ce crucifix. Et j'ai compris que finalement, oui, il m'avait donné les outils, puisque ce médium m'avait dit tu auras les Oui. outils pour. Mais ouais, parce que je m'en suis servi. Hein. Alors, tu vois, Oui. paradoxalement, je ne crois pas du tout au fétichisme, enfin, le truc d'avoir des bougies, de ceci, de cela. Enfin, voilà, des pierres de protection, tout ça, je ne suis pas là-dedans, mais autant pour te dire que là, je me suis servi du crucifix, de la médaille, j'en ai bien eu besoin et j'ai appelé la force divine parce que c'était, dès que j'ai franchi l'appartement, j'étais envahi par une odeur d'ammoniac qui m'a resserré la gorge et vraiment, j'ai l'impression d'être brûlé et il n'y a que moi qui sentais cette odeur. Et, et j'ai compris que ça allait être du costaud. C'était du costaud. Mais voilà. Et donc, je l'ai fait. De toute façon, j'étais en transe. Mais ce qui est bien aussi dans ce bouquin, si tu veux, c'est que j'ai pas voulu témoigner, moi, de ma propre expérience. J'ai voulu confronter, c'est-à-dire que tous les témoignages, tout ce qui a été mis sur la fin, parce que c'est surtout sur la fin qu'il y a ces témoignages ou au milieu, ce sont les gens qui les ont apportés. J'aurais demandé de témoigner parce que pour moi, c'était important que ce soit juste et que ce soit pas ma propre réalité des choses. Parce que tu sais, tu peux vivre les choses différemment que la personne qui les vit. Oui, C'est-à-dire chacun sa réalité, c'est vrai. tu vois. Ouais. Et ce qui était important, c'était d'être juste et le plus précis possible. Donc moi, avec ce que j'avais ressenti, comment s'était passée la chose, et eux, comment ils ont vécu cette séance avec moi, comment ils l'ont intégré. Et donc, on a confronté les deux témoignages, on n'en a fait qu'un commun. Et ce commun, il a été validé par les deux parties avant que ce soit publié. Et je voulais que ce soit fait comme ça pour que ce soit vraiment juste, tu vois. Et c'est là que ces personnes qui ont témoigné m'ont dit que j'étais en transe parce que moi, je ne me souviens de plus rien. J'ai un gros blanc dans ce nettoyage. C'est plus moi. J'étais plus là. J'ai fait des incantations. Pas que j'ai fait des incantations, que j'ai fait des prières et tout, et que j'étais complètement blanc, livide, et que j'étais plus là, que je tremblais. Je me souviens de rien. Donc c'est grâce à ce témoignage des personnes qui étaient présentes que j'ai pu retranscrire ce qui s'était passé lors de ce nettoyage de maison. Mmh. Alors, comment ça se traduit au niveau des défunts? De différentes manières, c'est jamais la même façon. Je ne les vois jamais de la même manière. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal parce que tu te dis, pourquoi j'aurais pas un seul mode de fonctionnement? Et c'est là que tu vois que finalement, autant de médiums, autant de canalisations possibles. Il y a un Oui. champ des possibles qui est développé. Donc, soit je vais sentir leur énergie, leur vibration. Alors, ne me dis pas comment je sens, je ne sais pas. Ils arrivent, j'ai souvent le froid sur moi, des picotements et tout, et je suis empreint d'émotion parce que j'ai comme une douche d'amour, de lumière. Et je sais si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas comment. Soit je les vois carrément. Alors, je peux les voir de la tête aux pieds, en hologramme. D'accord. Je peux détailler comment ils sont habillés. Parfois, ils me montrent ce qu'ils faisaient dans leur vie. Je me rappelle d'un monsieur qui me montrait la vigne, les mains avec le raisin. Donc, je voyais qu'il travaillait la vigne. J'en ai parlé dans le bouquin aussi. Soit une fois, j'ai vu qu'une tête. Donc, alors là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu as une Ah tête comme si tu avais un gros buste, tu sais, de Bouddha, tu sais, les statues là, que tu achètes là, oui. et devant toi. Donc, je voyais la couleur de ses yeux, je voyais tous les traits de son visage. C'est très précis. Euh, Soit je les vois floutés. Alors, ce qui est bizarre, c'est que parfois, je les vois floutés et au fur et à mesure que je discute avec le consultant, ça s'éclaircit. Ça devient de plus en plus précis jusqu'à temps que je vois une image claire, tu vois. D'accord. Donc, au début, ils sont loin et puis après, ça arrive. À l'Irak, le 14 janvier, j'avais une petite mamie aussi qui est arrivée en chantant du fado. Donc, c'est la première fois que j'avais ça, la musique, une chanson portugaise. Et j'ai demandé à la salle s'il y avait quelqu'un qui avait une grand-mère qui chantait du fado parce qu'elle voulait parler à sa petite fille. Il y a une dame qui a levé la main et puis c'était pour elle. Mais elle s'est introduite comme ça. Et puis je la voyais courbée, tout habillée en noir avec un foulard noir. Et en fin de compte, j'ai demandé à sa petite fille, je lui ai porter le deuil parce qu'elle est tout en noir. Et sa petite fille m'a confirmé qu'elle est très jeune parce que j'avais l'information que c'était très jeune. Et ça, mais très 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 longtemps. Voilà. Et donc, parfois, j'ai juste aussi des informations, des flashs.
Ça vient, C'est tu as des flashs, ouais, c'est comme du rébus, hein. Alors tu peux avoir, par exemple, pour cette grand-mère, j'avais Viséo marqué devant moi. Alors Viséo, je sais pourquoi Viséo. Je dis mais elle était de Viséo. Viséo, c'est une contrée du Portugal. Et elle me dit d'accord. oui, elle habitait juste à côté. Mais j'avais le mot, tu vois. Mmh. Donc Ouais, c'est c'est vraiment, c'est jamais pareil. mmh. Euh, j'ai eu aussi un contact en salle où je voyais des motocross passer devant moi. Donc je voyais un défilé de motocross qui circulait devant moi. Et le défunt, qui était un jeune garçon, et toute sa famille fait de la motocross, tu vois. Donc je voyais des motos. D'accord, ouais. Ouais, ouais, c'est Et- toujours ça peut mais être plein de c'est un regard qui est intérieur, c'est pas comme je te vois, tu vois. oui. C'est bizarre. Enfin, c'est Mmh. bizarre. Bah, je pense que j'aurai jamais d'explication. Voilà. Et après, quand je dis je les entends pas, c'est une pensée qui est plus forte que la mienne, qui est pas la mienne. C'est comme si on prenait possession de mon mental, de mon cerveau, et qu'on parlait à ma place. Voilà. Je répète ce qu'ils me disent. Mmh. C'est Oui. pareil en guidance, hein. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que bah, tant qu'on n'a pas développé ou peut-être qu'on les développera pas, hein, mais c'est cette médiumnité, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais finalement tu le ressens de différentes manières. Ça peut être énergétique ou visuel ou C'est ça. des odeurs Ouais. aussi. On parle. Des odeurs, ouais. Les odeurs, j'ai eu une fois une odeur de rose et une fois une odeur d'ammoniac, mais là, ça Et sentait pas bon. l'ammoniac. Et aussi tu disais l'œuf, hein. Des fois ça sent l'œuf L'œuf qui pourri. a une présence de mauvaise, Mm. on va L'œuf dire, pourri, ouais, ouais. d'une Ouais, personne. ça me met en garde quand je sens une odeur forte comme ça, je sais que ça va être compliqué. Après, je vois pas forcément tout le temps, hein, et il y a des fois, je vois rien, hein. Donc, il y a des jours où je suis off, hein, heureusement, hein. Oui, heureusement. Bon, ben, en tout cas, Michel, est-ce que tu aurais un message ou un mot à dire à la communauté des consciences qui s'éveillent pour terminer cette belle émission? Alors, j'aurais surtout un mot pour les gens qui s'éveillent et qui éveillent leur conscience, de garder vraiment espoir et de croire en vous. Alors, c'est moi qui dis ça, c'est marrant parce que bon, je crois pas en moi. Mais poursuivez votre cheminement. Je pense qu'à partir du moment où il y a des éveils comme ça, c'est qu'ils ont besoin de nous. Et on a tendance à désespérer ou à être trop impatient. J'aurais tendance à vous dire, faites preuve de patience. Parce que l'être humain est impatient et on veut tout de suite. Mmh. Et on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Et j'ai mis 10 ans. 10 ans. 10 ans, c'est rien, hein, sur une vie. Et c'est long à la fois. 10 ans de cheminement. Et je pense que à partir du moment où il y a l'acceptation, accepter pour intégrer et pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et toute expérience qui se présente à vous est là pour être vécue. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis toujours que la vie est belle, quelle que soit la vie qu'on en a, parce que toutes les expériences sont riches d'enseignements. Et je te disais en ligne que je me pose toujours des questions, il m'arrive toujours plein de trucs, hein. Je suis comme tout le monde, hein. J'aime faire la fête, j'ai la famille, on est des êtres humains identiques, hein. Mais à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de particulier, je me pose toujours trois questions. Pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Mmh. Qu'est-ce que ça suscite, ça provoque en moi au niveau émotionnel et quel impact sur mon corps? Parce que souvent, le corps est le reflet de notre émotion. Donc, d'ailleurs, je te disais, oui, 75% des maladies sont d'origine psychosomatique liées à un émotionnel mal géré. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques. Alors, pour une fois qu'on a des preuves scientifiques qui le disent, c'est vrai que la plupart des maladies, on se les crée, hein, émotionnellement parce que c'est un émotionnel qui est mal géré. Souvent, on se rend compte que des maladies importantes, ça arrive après des chocs émotionnels ou des choses qu'on n'a pas su gérer. Donc, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions et les intégrer. Et apprendre à gérer les émotions, c'est oui, se dire mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai à retenir de ça aussi? La dernière question, hein, c'est pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que ça résonne en moi au niveau de mon émotionnel et mon corps? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à retenir de cette expérience? Mmh. Et c'est surtout ça, c'est-à-dire que à partir du moment où vous posez trois questions déjà, c'est que déjà vous conscientisez l'expérience que vous êtes en train de vivre et vous y mettez un but et un but qui est un cadeau. Parce que toute expérience que vous vivez dans votre vie est un cadeau, quelle Mmh. qu'elle soit, même si c'est du lourd et du gore, hein. Alors c'est difficile, hein. Moi c'est ma réalité, Mmh. c'est Oui. ma vérité.
Mais Voilà. c'est, mais merci de la partager. Finalement, c'est un messager. Voilà. Merci. Et je pense que, et d'y faire aussi du bien autour de soi, parce que je pense que dans cette société, on a besoin d'amour, beaucoup plus d'amour, et Mm. d'aimer son prochain et porter de l'amour. L'amour est plus fort que toutes ces parts d'ombre et tout ce que l'on on veut nous imposer. Donc moi, je reste dans ma lumière et dans la lumière. Eh ben, J'essaye d'y merci tendre. beaucoup Voilà. pour ces mots de fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi plein de conscience qui s'éveille. Donc ça, c'est Mm. hyper encourageant. Et bah, merci pour ton humilité, surtout. Et puis aussi, Merci à toi de m'avoir invité, c'est très gentil. et ton parcours. Ton Et parcours. le tien aussi, parce que t'es collègue, hein. Ah oui. Ok, bah merci beaucoup aux consciences qui s'éveillent et n'hésitez vraiment pas aussi à commenter si vous avez envie d'interagir. Michel sera ravi d'y répondre et moi aussi je serai Avec ravie de plaisir. partager. Alors une dernière question pour terminer ce podcast. Où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage? Alors, vous l'avez à la Fnac, Cultura, Amazon, Furet du Nord. Alors là, par contre, il faut le commander. Ils l'ont pas en rayon. C'est dommage, hein. J'aurais préféré que ça soit en rayon, mais ils le mettent pas en rayon. Donc, mais il est accessible même en ligne, hein. Donc, moi, je préfère les petits réseaux, hein, les petites librairies, mais voilà. Donc, vous le trouvez partout. Il est aux éditions Sidney Laurent. Super. Merci encore. Au revoir. Merci, À merci, au bientôt. revoir. Merci à tous.